Aujourd'hui, le monde retient son souffle devant ce qui semble être la fin du génocide à Gaza. Après 2 ans de souffrance, de destruction et plus de 67 000 morts. Un chiffre qui, selon le ministère de la Santé à Gaza, continue d'augmenter chaque jour. Après 2 années d'horreur, les images de deuil laissent désormais place à la joie d'un peuple dont le calvaire semble enfin toucher à sa fin. Une partie des détenus arrêtés arbitrairement par Israël ont été libérés en échange des otages capturés par le Hamas. Mais rien n'est encore joué. Les négociations entrent dans leur 2e phase et rien ne garantit qu'elles aboutiront. Pendant que Donald Trump parade, aucune annonce n'a été faite concernant l'avenir politique des Palestiniens, tandis que la colonisation de la Cisjordanie se poursuit. Dans le même temps, Israël continue de frapper la bande de Gaza. Une dizaine de personnes ont été tuées par l'armée. De son côté, le Hamas exécute publiquement ceux qu'il accuse d'avoir collaboré avec Israël. Des images qui témoignent du chaos dans lequel se trouve encore la bande de Gaza après 2 ans de bombardement, 2 ans de déplacements forcés, 2 ans de génocide. Alors, assiste-t-on réellement à la fin du génocide à Gaza et quel avenir pour les Palestiniens face à un Israël qui semble résolu à poursuivre la colonisation? Pour en parler, je reçois Sylvain Sipel, journaliste à Orient 21 et au 1, auteur notamment de l'État d'Israël contre les Juifs, et Yacine Slama, historien et islamologue. Bonjour Sylvain Sipel. Bonjour. Vous êtes journaliste à Orient 21 et au 1, vous avez été aussi correspondant pour Le Monde aux États-Unis, et vous êtes aussi notamment l'auteur de l'État d'Israël contre les Juifs. Bonjour Yacine Slama, bonjour. Vous êtes historien et islamologue, et vous avez notamment travaillé sur le Hamas. Alors la première question, elle est un peu générale, je la pose à tous les deux. Est-ce que là on peut dire que c'est vraiment la fin? On sait que le cessez-le-feu est fragile. Est-ce que le génocide qui a eu lieu à Gaza est terminé? Conjoncturellement, il n'a plus lieu. Il y a des morts quand même. Il y a quand même des gens qui continuent de mourir, mais il n'y a plus les bombardements et l'écrasement qu'il y avait auparavant. Donc après, moi, je ne prédis pas l'avenir, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce qu'on est rentré là dans la phase 2 des négociations, on sait c'est encore très fragile. Yacine, vous, selon les informations que vous avez, est-ce que vous savez si les négociations avancent bien, notamment du côté du Hamas ou pas du tout? La première phase qui concernait donc le retour des otages et la libération des prisonniers palestiniens et des détenus administratifs, celle-là, elle est achevée. Il y a un premier point d'achoppement, c'est le retour des dépouilles. Donc le retour des dépouilles, il y a un petit contretemps, mais le Hamas avait prévenu Israël, notamment Moussa Abou Marzouk, un des grands chefs historiques, qui, dès les négociations, avait prévenu de la difficulté de restituer les dépouilles pour plusieurs raisons. La première, c'est que les dépouilles ne sont pas toutes localisables. Et la seconde, c'est que certaines sont sous les décombres et d'autres ont été enterrées. Donc on n'est pas encore entré dans la phase 2 qui sera la phase la plus problématique. On l'a dit, on est dans un cessez-le-feu, mais Israël continue donc d'attaquer Gaza. On l'a vu ces derniers temps, je crois que ces dernières 24 heures, ils ont tué 4 Palestiniens. Ils bloquent aussi l'entrée des camions humanitaires. Il en faudrait 600 par jour. Je crois que pour l'instant, ils en laissent passer que 300. Au final, on a le cessez-le-feu, mais on est toujours un peu dans la même situation qu'auparavant pour Gaza. Rien n'a changé. On n'est pas, puisqu'il y a des choses qui ont changé, c'est que les camions peuvent entrer. Ouais. Il y a des choses qui ne changent pas, c'est que tout dépend de la bonne volonté des Israéliens. Donc le nombre de camions qui rentrent, ce sont les Israéliens qui décident. C'est-à-dire que à ce jour, il n'y a pas d'autonomie et de possibilité de faire des choses dans Gaza sans l'aval des Israéliens. Alors ce cessez-le-feu, c'est l'aboutissement des pressions de Donald Trump, notamment contre Netanyahou. Qu'est-ce qui a poussé Donald Trump à agir maintenant, à mettre en place ce cessez-le-feu? Le début de ma réponse, c'est de dire, si vous savez, dites-le moi. Moi, j'ai lu que c'est plutôt le bombardement au Qatar, il y a eu des éléments qui a poussé Donald Trump vraiment à agir. C'est très difficile de décrypter Trump. C'est très difficile. Voilà. Maintenant, il y a quand même des lignes directrices. Et une des lignes directrices, c'est qu'il a besoin de montrer que sa capacité de deal, de négociation, etc., fonctionne. Jusqu'ici, ça n'a absolument pas marché, ni avec la guerre en Ukraine, ni avec la question de Gaza. Et il voulait désespérément un succès. Il était prêt à faire beaucoup de choses. Et le troisième élément, c'est qu'il a les moyens de faire pression sur Netanyahou que n'a pas osé utiliser son prédécesseur Biden. Parce que Biden aurait pu arrêter la guerre de la première semaine s'il avait dit « j'arrête les livraisons d'armes ». Donc, il ne l'a pas fait. Et il n'a rien fait
pour empêcher ce qu'ont fait les Israéliens. Alors que lui a réussi, contre la volonté de Netanyahou, clairement contre la volonté de Netanyahou, et d'une grande partie de la classe politique israélienne, il a réussi à tordre le bras. Après, le résultat, on va sans doute en parler, c'est-à-dire le résultat de la paix que nous amène Trump, c'est pas très précisément ni la paix souhaitable, ni la paix désirée. Mais voilà, il veut obtenir. Il y a des gens qui disent que c'est pour avoir le prix Nobel de la paix. Il y a des gens qui disent non, je ne le crois pas. Il a besoin d'un monde sous sa botte. Regardez ce qui se passe du côté du Venezuela. Donc, il a besoin de dicter les conditions de relations qu'il impose au reste du monde. Et parfois, ça ne marche pas. C'est-à-dire que très longtemps, Netanyahou et Poutine se sont moqués de lui, mais ouvertement. Ils disaient oui, et puis ils ne faisaient pas. Mais là, il y a eu un changement, et Netanyahou a été obligé de se soumettre. Alors, vous dites Netanyahou a été obligé de se soumettre, je me tourne aussi vers vous, Yacine. Est-ce que le Hamas a été obligé de se soumettre aussi, parce que l'accord, il n'est pas du tout en faveur des Palestiniens, si ce n'est la fin des bombardements israéliens? Est-ce que le Hamas n'a pas eu le choix, parce qu'il leur a dit quand même, soit vous acceptez, soit il leur promettait, je crois, le feu de l'enfer. Voilà. Et si vous me permettez, je vais juste répondre un peu à Sylvain, avant de répondre à cette question sur le Hamas. Je pense pas véritablement, moi, personnellement, après je peux me tromper, hein, bien sûr, ce sont des analyses qu'on fait à chaud, que Trump ait vraiment tordu le bras, comme on dit, à Netanyahou. Parce qu'il y a eu des dynamiques, vous savez, pour qu'il y ait un cessez-le-feu, comme pour le déclenchement des guerres, comme pour les conflits décoloniaux, etc. Faut qu'il y ait des dynamiques. Et là, les dynamiques internes et les dynamiques externes ont toutes favorisé le cessez-le-feu. Les dynamiques internes, parce que sur le terrain, il y avait un enlisement du conflit. Il y avait des objectifs de guerre. Au bout de 2 ans, aucun objectif de guerre a été rempli. Notamment mettre fin au Hamas. Donc, le premier objectif de guerre, premier ou deuxième selon les hommes politiques israéliens, c'était de récupérer les otages par la force. Donc récupérer les otages d'un point de vue militaire. Là, ils ont été obligés de négocier. C'est le premier point. Le second point, c'est mettre fin au Hamas. On a vu, le Hamas est toujours présent, il s'est redéployé en nombre conséquent depuis le cessez-le-feu. Et le troisième objectif, c'était occuper la bande de Gaza, clairement. Là, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, Israël occupe environ 53% de la bande de Gaza. Jaune, là, la ligne jaune, exactement. Donc, d'un point de vue interne, selon moi, le plan Trump est un peu du pain béni pour Netanyahou. C'est l'échappatoire qu'il n'avait pas. Exactement. Et même d'un point de vue externe, il y a des dynamiques également. Notamment, tu parlais, Yanis, de l'attaque sur Doha. Ça a été vraiment, d'un point de vue régional, un tournant. Beaucoup joué. C'est ça, un tournant. Indubitable. Un tournant. Pourquoi ? Parce que on sait que le Qatar abrite la base la plus importante américaine au Moyen-Orient, à Al-Ubaid. Donc à partir de ce moment-là où le Qatar se fait attaquer, Trump était au courant de l'attaque. Mais l'attaque a échoué, ce qui représente l'un des échecs les plus importants du renseignement. Ils visaient des membres du Hamas, ils n'ont pas réussi à les tuer. Voilà, exactement. Ils visaient pourtant les négociateurs. Ils s'étaient réunis pour négocier le dernier plan de Trump. Parce que le Hamas avait au préalable, c'est pour ça, là, je rebondis, c'est une petite transition pour ta question, le Hamas n'était pas obligé d'accepter le plan Trump. Parce que le Hamas avait déjà accepté, notamment le 18 août, un plan, et Israël n'avait pas répondu à cette réponse-là. C'est un échec tout de même pour Netanyahou, parce que la population israélienne a bien compris et a perçu ce qui se passe comme étant Trump qui tord la main, qui tord le bras à Netanyahou. Ce que vous dites est vrai, mais c'était vrai depuis 2 ans. C'était vrai depuis 2 ans. Donc il y a le fait qu'il soit parvenu à un moment, parce que Netanyahou n'avait pas de perspective politique, or, soit parvenir à expulser la population, soit imposer un dictat. Il n'y parvient pas et il impose, lui, son diktat à lui. C'est ça. Voilà. Mais il n'est pas parvenu ni à faire le premier ni le second. Le second, vous avez raison de dire qu'il est extrêmement favorable au côté israélien, mais il y a des points clés pour Netanyahou qui sont quand même problématiques. C'est-à-dire que Trump ne veut pas de reprise de la guerre. Netanyahou, pour lui, et la conquête de Gaza.
La conquête de Gaza devient problématique, même si c'est vrai que la question de combien de territoires sera laissé aux Palestiniens est encore pas résolue. On ne sait pas qu'est-ce qui va exactement se passer. On voit bien les gens revenir dans le nord de Gaza. On voit bien. Donc là, il y a quand même... Ils avaient l'intention de faire du nord de Gaza une zone vidée de population. Or, la population revient. Et on est dans un flou. On est dans un flou. C'est très difficile parce que, comme... On pourra en parler plus tard, mais quand on lit les accords qui sont signés, on n'est pas dans la politique. On fait semblant de ne pas être dans la politique. C'est-à-dire qu'on ne parle que d'économie. On ne parle que de la reconstruction. Voilà. Donc une reconstruction sous l'égide de la communauté internationale de Tony Blair. Non, mais oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous voulez, mais j'ai amené, moi, le fameux plan de Blair. C'est tout à fait extraordinaire. Allez-y. Je vais vous dire, dans le comité directeur qui va organiser tout ça, il y aura forcément, alors je traduis de l'anglais, mais il y aura forcément un représentant palestinien, potentiellement un businessman ou quelqu'un du secteur de la sécurité. Ensuite, il faudra qu'il y ait des représentants des États musulmans et préférablement, il vaudrait mieux des gens qui ont une lourde expérience de business. Donc, en gros, on n'est pas dans la politique, ça c'est de la politique en vérité, mais on n'est pas dans la politique, on est dans la reconstruction, pointe à la ligne. Voilà, ça c'est le problème. Il n'y a aucune question de qui va gouverner Gaza. On dit on ne sait pas encore qui nominalement. Mais il y a l'organisation, l'organe fêtier qui est dirigé par Trump lui-même. Et puis on a ceux qui font le boulot sur le terrain, ça s'appelle GITA, Gaza International Transitional Authority. Oui, pour la transition, mais je veux dire, in fine, on ne sait pas ce qui va devenir de la bande de Gaza. C'était la partie 2 et 3 du plan. Là, en tout état de cause, c'est la partie la plus facile. Parce que c'est un plan qu'on a retrouvé au mois de janvier dernier, lorsqu'il y a déjà eu des libérations d'otages, un cessez-le-feu, même en novembre 2023. Donc à partir de ce moment-là, c'est la partie la plus facile à mettre en place. La seconde partie, donc l'administration de la bande de Gaza et l'avenir, la troisième partie, c'est vraiment l'avenir de la bande de Gaza ainsi que de la Cisjordanie. Donc les perspectives d'un État palestinien. In fine, c'est ça qui est absent du plan Trump. Il n'y a pas de vision à long terme d'un État palestinien sur les frontières 67 avec Jérusalem pour capitale. C'est ce qui est absent et c'est pour ça qu'il faut pas croire que Trump est l'ami des Palestiniens. Donc Trump est l'ami d'Israël, il l'a rappelé à la Knesset. Netanyahou a même avoué que c'était le plus grand ami de l'histoire d'Israël. Donc en partant de ce postulat-là, on sait que le plan Trump est un plan qui favorise Israël et qui tente de mettre à bas la question palestinienne. Oui, c'est ça. La question de la colonisation de la Cisjordanie n'est absolument pas traitée, même on ne sait pas encore ce que... La question de la Cisjordanie n'est pas traitée, en général. Voilà. Évidemment, ça inclut la colonisation, mais c'est tout. Il y a autre chose. J'ai lu que Trump, lui, voudrait justement que l'autorité palestinienne puisse administrer à la fin la bande de Gaza, ce à quoi Netanyahou s'oppose. Alors, il y a deux questions. Pourquoi Netanyahou s'oppose absolument à ce que l'autorité palestinienne puisse gouverner Gaza? Et la deuxième question, c'est vers Yassine, c'est j'ai lu aussi, le Hamas dit que lui, il veut abandonner le pouvoir, qu'il ne veut plus avoir le pouvoir dans la bande de Gaza. Pourquoi Netanyahou s'oppose tant que ça à ce que l'autorité palestinienne administre la bande de Gaza? Parce qu'il ne reconnaît pas l'autorité palestinienne. Toute autorité palestinienne n'est pas admissible. Il n'y a que des affidés, il n'y a que des gens qui doivent répondre aux ordres qu'Israël impose. Non, je dis ça a l'air un peu grossier, mais c'est la réalité. C'est la réalité depuis maintenant des décennies. Netanyahou était l'opposant d'Oslo. Maintenant, quand ça lui bénéficiait Oslo, il l'utilise, mais peu importe. Il était le principal opposant à Oslo. Il ne voulait pas. Il veut rien qui puisse. Il ne veut rien qui soit politiquement, qui puisse incarner une autorité palestinienne sur le plan politique. Voilà. Si, comme l'espère Trump, et comme Netanyahou n'a cessé de le répéter depuis 2 décennies, s'il y a une solution économique, mais il est prêt à discuter de beaucoup de choses. Une discussion économique, une solution économique. Mais sinon, on serre la vis,
pas de politique et pas d'État palestinien. Après, on sait que, j'interviens, on sait que l'autorité palestinienne est extrêmement impopulaire en Palestine. C'est ça, l'autorité palestinienne, premièrement, est impopulaire en Palestine et discréditée donc au sein même de la population palestinienne. Lorsqu'on regarde les sondages, après un sondage, ça vaut ce que ça vaut, mais lorsqu'on regarde les sondages, c'est une autorité qui est discréditée, qui est gangrénée de l'intérieur par certains clans qui refusent de passer le pouvoir, etc. Netanyahou ne veut aucune autorité palestinienne, qu'elle soit islamiste, nationaliste, laïque, au sein des territoires palestiniens. Il souhaite dominer l'entièreté du territoire, même plus encore. Concernant le Hamas, très rapidement, à partir de novembre 2023, donc un mois après le 7 octobre, le Hamas a pris une décision, c'est de laisser le pouvoir. Laisser le pouvoir, donc se retirer de la scène politique, pas de la scène publique, mais de la scène politique, et transmettre la gouvernance de Gaza à un gouvernement de technocrates. C'est ce qu'ils ont annoncé très rapidement, et c'est le sens des négociations nommées des Palestiniens, donc j'insiste bien, des Palestiniens, indépendants, affiliés à aucun parti, sans étiquette, et qui représentent toutes les tendances et toutes les composantes de la société palestinienne. Donc c'est ça l'objectif du Hamas. Mais est-ce que c'est vraiment leur objectif? Parce que, bon, on a tous vu les images de ce qui se passe actuellement à Gaza avec le Hamas qui s'en prend donc à des gens qui l'accusent d'être des alliés d'Israël. Collaborer, oui. Voilà, de collaborer avec Israël. Bon, on le sait, il y a des gens, hein, bien sûr, à Gaza qui collaborent avec Israël. Netanyahou l'a lui-même admis dans une vidéo il y a quelques temps. Est-ce que le Hamas veut vraiment lâcher le pouvoir quand on voit ce genre d'acte qu'il commet? Est-ce qu'il veut vraiment lâcher le pouvoir? Et pour comprendre ce qui se passe donc réellement en ce moment dans la bande de Gaza, il faut reprendre de l'anthropologie sociale un peu de la bande de Gaza. De la Palestine et a fortiori de la bande de Gaza. Pourquoi? Ce sont des territoires qui sont dirigés par des familles, par des clans, par des tribus, initialement. Le Fatah, le Hamas. Le Fatah, donc, c'est un mouvement nationaliste palestinien. Le Hamas, c'est un mouvement, ce qu'on appelle islamo-nationaliste. C'est pas un mouvement qui est composé de grandes familles ou de grandes tribus. D'accord? Donc, ce sont des hommes, principalement, qui composent ces groupes-là, qui sont pas affiliés à une tribu, à une grande famille ou à un clan. Donc, il y a des clans qui sont présents à l'intérieur de la bande de Gaza, des tribus et des familles. C'était une entente qui a été relativement cordiale durant des décennies. Au moment de la guerre, il y a eu un chaos généralisé dû au génocide et aux crimes de guerre israéliens. Il y a un chaos généralisé qui a profité à certaines familles, certains clans. Oui, bien sûr. On le sait, il y a des clans qui ont réquisitionné de l'aide humanitaire. Qui ont volé et pillé l'aide humanitaire. Qui ont tué des gens qui avaient récupéré de l'aide humanitaire auprès des organismes internationaux. On voyait des vidéos. Lorsqu'on voyait des vidéos, en vérité, ça relevait de la propagande israélienne. Lorsqu'on voyait des gens sur les camions et puis l'aide humanitaire, Israël disait que c'était le Hamas. Selon toute vraisemblance, c'était ces groupes-là. Oui, le clan d'Armouch. Il y a le clan d'Armouch. Après, il y a plusieurs familles. Il y a le clan Abu Samra, il y a le Moujahida. Il y a plusieurs grandes familles. Ça, c'est d'un point de vue, donc voilà, les dynamiques internes. Eux qui ont profité du chaos et qui ont rajouté du chaos au chaos. Et d'un point de vue externe, les dynamiques externes, c'est des gens qui ont collaboré pas uniquement avec Israël, ou qui auraient bénéficié du soutien d'Israël. Il y a un soutien financier qui est indéniable, un soutien aussi en armes, et un soutien d'un point de vue de la logistique, des outils de communication, etc. Donc, selon le Hamas, ce seraient des personnes qui auraient commis des actes de trahison. La question moi, que je me pose là, c'est pourquoi ces exécutions publiques? Pourquoi le Hamas décide de faire ces exécutions publiques-là? C'est quoi l'objet politique? Le Hamas a laissé une semaine. Donc une semaine au moment du cessez-le-feu et des négociations. Rapidement, lorsqu'on a su que les négociations allaient aboutir, le Hamas a laissé une semaine à ces groupes pour rendre les armes, se soumettre et a proposé en quelque sorte une sorte d'amnistie pour certains de ses membres, sauf les membres qui avaient du sang sur les mains. On les accuse notamment d'avoir tué le journaliste palestinien. Voilà, Salah Hadjar. Lui a été tué par des clans. Il y a notamment le fils d'un des grands chefs du Hamas, Bassem Naïm, son fils qui a été tué également par ces clans-là. On leur a proposé de se soumettre. Il y en a qui ont accepté, d'autres ont refusé. Et donc, le Hamas a décidé de rétablir son autorité dans la bande de Gaza, parce le Hamas souhaite déléguer le pouvoir. Mais
après une guerre, et même durant la guerre, souvent il y a des périodes où la sécurité s'affaisse considérablement, et il faut rétablir l'ordre, même pour les Palestiniens. Donc le Hamas qui a encore, on l'a vu, qui est encore très présent et qui s'est déployé il y a 5 nouveaux gouverneurs qui avaient été nommés et des milliers d'hommes qui ont été déployés de toutes les factions. C'est pas uniquement le Hamas. Il y a beaucoup de factions palestiniennes qui sont présentes à Gaza et ces factions-là ont décidé de rétablir l'ordre. Après, pourquoi ça a été filmé? C'est une manière. Vous savez, il ne faut pas regarder ce qui se passe à Gaza avec nos yeux d'occidentaux. Bien sûr, c'est ça. Ouais. Donc, en vérité, c'est aussi une manière de prévenir certains autres groupes. Je ne sais pas, mais même en France, quand une guerre s'est finie, on a rasé les têtes des femmes. Je ne dis pas que c'est bien. Hein. On a rasé les têtes des femmes et on a tué les collaborateurs. Donc, ce n'est pas un phénomène particulièrement oriental. Non, mais moi, je voulais revenir, parce que je trouve que c'était une question intéressante. Depuis le début, l'argument israélien consiste à dire qu'il faut éradiquer le Hamas. La question, c'est ça veut dire quoi, éradiquer le Hamas? Si éradiquer le Hamas, parce qu'ils ont dirigé cette bande de territoire pendant une vingtaine d'années. Est-ce qu'on peut je vous coupe, mais est-ce qu'on peut dire quand même que Israël, certes, n'a pas éradiqué le Hamas et n'a pas remporté cette guerre face au Hamas, mais on peut dire quand même qu'ils les ont bien affaiblis? Ils les ont bien affaiblis, et ils sont confrontés à quoi? Effectivement, c'est vrai, il va falloir mettre un peu d'ordre dans ce qui se passe, surtout si on veut reconstruire. On aura besoin des compétences. Le problème, il est simple, c'est que dans ces compétences-là, il y a un nombre incalculable de gens qui sont soit membres du Hamas, soit qui s'identifient au Hamas. Le Hamas était le pouvoir dominant. Il est extrêmement populaire dans la bande de Gaza. Il est moins populaire qu'il n'était, honnêtement. De tout ce que j'entends, il est moins populaire qu'il n'était. Ça reste quand même le mouvement politique. Il reste la seule mouvance organisée. Et qui résiste face à l'occupation israélienne. Mais il est devenu encore plus populaire en Cisjordanie. Oui, ah oui, bien entendu. Extrêmement populaire, parce qu'il est vu comme le seul mouvement qui résiste face à l'occupation. Tout à fait, mais là, je parle de Gaza. Effectivement, il est encore plus populaire en Cisjordanie, ça c'est une évidence. Non, mais ce que je voulais dire, ça n'a pas de sens. Ça dépend du sens qu'on donne à cette phrase « éradiquer le Hamas ». D'ailleurs, qu'est-ce qu'a dit Trump? Trump a dit « Oui, évidemment, les policiers seront armés. Alors on fait comment pour trouver des policiers qui ne soient pas du Hamas, s'il vous plaît? Ils sont où, les policiers qui ne sont pas du Hamas ?» Il faudra qu'ils disent qu'ils ne sont pas du Hamas pour faire plaisir à Trump. Mais c'est une il faut, si on ne prend pas la réalité de ce qui se passe sur le terrain, si on pense que on va en finir avec les méchants terroristes qui nous empêchent de faire une Riviera et ceux qui veulent une Riviera, oui, bien sûr. Mais sinon, comment voulez-vous qu'on rebâtisse Gaza après une telle déflagration, et en se disant le Hamas n'a aucun rôle? Tout le monde le sait en vérité, parmi les gens qui négocient, tout le monde le sait. Et la meilleure preuve, c'est que pour que les otages sortent, il a bien fallu négocier avec le Hamas, n'est-ce pas? Et Trump a même avoué avoir discuté. Mais bien entendu, bien entendu, quand les Israéliens passaient systématiquement par le Qatar, Witkoff, l'Américain, il a discuté en direct avec les représentants du Hamas. Il a même confirmé que le Hamas était le seul mouvement politique avec lequel il pouvait... Tout ça est un jeu sur les termes. Voilà. Mais dans la réalité, ce que je pense, c'est qu'effectivement, le Hamas s'est retiré de toute idée d'avoir le pouvoir politique sur Gaza. Ça, je pense que c'est acquis. En revanche, si, comme le dit Netanyahou, on veut absolument éradiquer le Hamas, alors on aura les 500 000 occasions pour prétendre que ceci est arrivé, ceci est advenu, et on recommence la guerre. Ici, il faut rajouter que pour moi, depuis le début de la guerre, on sait que, voilà, on est historien, Sylvain, vous connaissez également très bien le dossier, on ne peut pas anéantir une idéologie. Premièrement, c'est impossible. Deuxièmement, dans l'histoire, on a essayé d'éradiquer le Hamas. Lorsqu'on a tué Yahya Ayesh en 96, lorsqu'on a tué le Cheikh Ahmed Yassine, qui était la figure la plus importante du mouvement, une figure charismatique qui avait autorité sur le mouvement, on l'a tué, on pensait en finir. 3 semaines plus tard, on a tué son second, Abdelaziz Rantisi,
Mais le Hamas est toujours en place. On a tué 6 Noirs il n'y a pas longtemps. On a tué le chef du Hamas en Jordanie, Salah al-Harouri, au Liban. On a tué Ismaël Haniyeh à Téhéran. En Iran. On a tué 3 mois plus tard Yahya Sinwar, mais le Hamas est toujours là. Donc, en vérité, et ça, Netanyahou le sait très bien, mais c'est des éléments de langage qui s'adressent à l'Occident, parce qu'on sait très bien que parce que le fond du problème, pourquoi ces factions-là résistent, c'est la colonisation. Donc, on peut dire oui, le Hamas est présent, ce sera pas le Hamas, ce sera un autre groupe. Si c'est pas le Hamas, ce sera le djihad islamique palestinien. Si c'est pas le djihad islamique palestinien, ce sera le FPLP. Sinon, il y aura un autre groupe qui va émerger, parce que le fond, la clé du dossier, c'est la colonisation. Donc, en vérité, on peut dire on va tenter d'éradiquer le Hamas, mais en vérité, si les causes sont toujours présentes, produiront les mêmes effets à chaque fois. C'est pour ça que je pose la question. Là, on est à un cessez-le-feu, mais on voit bien que finalement, il n'y a pas grand-chose qui change, notamment sur la question de la colonisation. En fait, là, c'est juste, on peut dire, c'est un peu brutal de dire ça, mais on est juste un peu dans une pause, quoi. Il est possible que plus tard, on retourne dans les mêmes effets, c'est-à-dire les mêmes agissements, la résistance. C'est une des questions qui n'a pas de réponse. C'est-à-dire, il n'est pas clair de quelles sont les intentions israéliennes à Gaza, en particulier sur le plan de la colonisation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Actuellement, ils tiennent, disons, la moitié du territoire. Ils ont la fameuse ligne jaune. Juste, voilà. Je précise que Ben Gvir et Smotrich, donc qui sont la frange d'extrême droite du gouvernement de Netanyahou, eux veulent la colonisation de Gaza et prônent la colonisation de Gaza. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. À l'intérieur du Likoud, qui est le principal parti, il y a beaucoup de gens qui suivent les mêmes idées. Bon, donc, mais c'est très difficile. On en est à un moment, c'est pour ça qu'il y a tellement d'énigmes, et ça laisse tellement de possibilités d'imaginer tout et son contraire, mais ça sera une des questions clés, la question de la colonisation. Et au-delà de la question de la colonisation, c'est normalement, d'après l'accord, les Israéliens doivent se retirer progressivement. Progressivement, c'est d'aujourd'hui à on ne sait jamais quand. Ça, il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de calendrier, il n'y a rien. Donc tout ça laisse un flou intégral, et il est évident que ce sera des rapports de force qui fixeront si effectivement, et le comportement de Washington, qui décideront, a priori, de comment les choses vont évoluer. Mais est-ce que Washington décide vraiment? Parce que c'est vrai que Trump a imposé le cessez-le-feu à Netanyahou, oui. Mais on le voit, Israël a bombardé hier le sud du Liban, ils ont attaqué à multiples reprises la Syrie, ils n'ont pas l'air non plus, les États-Unis, de pousser Israël à stopper toute attaque. Mais évidemment, enfin, la chose qui est la plus évidente, c'est qu'il n'y a pas un mot sur la Cisjordanie dans les accords. Donc, si vous voulez, si on ne parle pas de la Cisjordanie, ça veut dire que tous les jours, il y a des gens. Là, il y a des gens qui sont assassinés quotidiennement. Quotidiennement, et tout le monde le sait. Et c'est plus assassiné seulement par les colons, c'est par l'armée, Donc, c'est tous les jours. Or, cette question n'est pas abordée. Il faut bien comprendre que, depuis le premier jour, je répète ça, parce que, malheureusement, c'est une réalité, la guerre à Gaza n'est pas l'essentiel pour les Israéliens. Oui, ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils appellent la Judée-Samarie, donc la Cisjordanie. C'est ce qu'ils appellent la Judée-Samarie. Ou ce que la Bible appelle la Judée-Samarie. C'est ça la question depuis le premier jour. D'ailleurs, je rappelle qu'ils ont occupé longtemps Gaza, et qu'un jour, un général glorieux israélien, qui s'appelait Sharon, était devenu Premier ministre, a dit, bon, vous savez quoi, on s'en fout, on s'en va. Oui, alors qu'il avait dit pendant des années, des décennies, si les colonies sont indues à Gaza, alors Tel Aviv aussi. Mais un jour, il a pris la décision inverse. Et puis, voilà. En revanche, la Cisjordanie, c'est pas du tout le même rapport. Il n'y a pas un mot dans les... Donc, c'est très difficile de faire des pronostics, d'imaginer l'avenir. Yanis, si je peux juste ajouter un petit point, c'est pour ça que moi je pense pas véritablement, pour rebondir sur ce que tu disais, que Trump a tordu le bras à Netanyahou. Parce qu'en vérité, si ça avait été le cas, Trump n'aurait pas signé un blanc-seing à Netanyahou lorsqu'il a pris le pouvoir au mois de janvier. Parce qu'il y a des milliards de dollars d'armement qui ont continué à être envoyés depuis le mois de janvier. Les États-Unis n'auraient pas usé de leur droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU à de multiples reprises.
Pour moi, il a trouvé en quelque sorte une sortie à Netanyahou et qui était aussi très isolée d'un point de vue international. Il l'a dit ça, il a dit, il me semble que Trump a déclaré, j'ai dit à Netanyahou, ton image est vraiment très écornée, là si on arrête ce qui se passe à Gaza, tu verras, je vais redorer ton image. Donc c'est pour ça que je pense que moi qu'il lui a offert une bouée de sauvetage et c'est une porte de secours. Et même au sein des MAGA, pour revenir aux États-Unis, même au sein des MAGA, donc proches des conservateurs américains, donc la fameuse la fanbase de Trump. Même au sein des MAGA, il y avait une fraction importante. Voilà, ouais. C'était pas tout le mouvement qui tendait à proposer une rupture vis-à-vis d'Israël, mais qui mettait en évidence certaines contradictions et qui ne comprenaient pas pourquoi il fallait dire amen à tout ce que disait, tout ce que faisait Netanyahou. Et pourquoi Trump n'a pas forcé Netanyahou à... Netanyahou bombarde encore actuellement. Il y a eu des morts à Gaza depuis, il y a eu plus d'une dizaine de morts. Lorsqu'on parlait des camions d'entrée aide humanitaire, on a estimé, les organismes internationaux ont estimé à environ 1000 camions par jour le besoin de la bande de Gaza. L'accord prévoit 600 camions. Là, on est parfois 300, parfois 150. Il bloque le point de passage à Rafah. Le point de passage de Rafah n'est toujours pas ouvert. Et il y avait 5 points de passage, donc qui étaient répartis sur toute la bande de Gaza pour laisser aucun territoire à l'abandon. C'est pas le cas encore. Rafah est encore fermé, c'est le point de passage le plus important, avec la frontière avec l'Égypte. Donc, c'est très fragile. C'est pas encore la fin et on peut pas faire de prévisions. Mais c'est ce qu'on appelle en arabe une houdna, c'est une trêve. On ne sait pas durer combien de temps, mais pour l'instant, c'est une trêve. Alors, je me tourne vers vous, Sylvain. Et du côté, alors, de la société israélienne, comment est vu cet accord de cessez-le-feu, la libération des otages? J'imagine que là, tout le monde est content, mais comment on voit cet accord de cessez-le-feu? Comment on sort de ces 2 ans? C'est ambivalent. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a 2 éléments. Le fait que les otages soient libérés et quand même, c'est l'impression que je lis de manière en lisant les journaux israéliens, c'est-à-dire que donc il faudrait y être sur place pour vraiment bien répondre. Mais le sentiment que donnent les articles que moi je lis, c'est que il y a une ambivalence. L'extrême droite est effondrée, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est un scandale, c'est un échec, etc. Bien. Une partie du Likoud aussi, ce qui est embêtant pour Netanyahou, mais voilà. Mais sinon, les gens sont contents que les otages aient été restitués. Bon. Mais c'est pas de ça dont ils sont contents. Ils sont contents que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a une lassitude aussi dans l'opinion israélienne. C'est très difficile parce que l'extrême droite reste très active. Et là, ils ont pris un petit coup, mais quand ils prennent des coups, ils savent se reconstituer, etc., et se remettre au boulot. Donc ça, ils savent faire, et ils le feront. Et ils le feront. Mais aujourd'hui, c'est très difficile d'estimer quel est l'état d'esprit dans la population israélienne. Il y a une grande partie de gens qui disent, bon, quand même, c'est bien que ce soit arrêté tout ça. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qui a été fait aux Palestiniens? Non, pas du tout. Pas du tout. Ils sont contents. On n'a plus de soldats nos soldats ne mourront plus. Ah non, mais les Palestiniens, moi je donne toujours cet exemple-là, mais il y a eu un sondage en Israël, je ne sais plus, il y a quelques mois, où on demandait aux gens si Israël parvient à expulser la totalité des Gazaouis hors de Gaza. Est-ce que vous considérez que ce serait un crime moral? 3% de la population juive, je répète, 3% israélienne, a dit oui, ce serait un crime moral. C'est ça l'état de la société israélienne et du rapport aux Palestiniens. C'est ça. Donc, effectivement, cette fatigue de la guerre ne vient pas d'une forme de compassion vis-à-vis des Palestiniens, certainement pas, et ni même d'une compréhension du crime qui a été commis, ou d'une reconnaissance du crime qui a été commis. En revanche, c'est une société fatiguée. Il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes sociaux importants. Bon, et ça joue, ça impacte. Il y a des gens qui refusent d'aller retourner à l'armée.
qui renvoient leur truc en disant, écoutez, ça va, j'ai déjà fait 4 mois, 6 mois, etc. Je peux pas. Bon. Et j'ai une femme, j'ai des enfants, je peux pas. Donc, il y a cet élément-là. Et sur le plan politique, c'est un peu tôt pour décider quel est l'impact profond de ce qui vient de se passer. Parce que je pense quand même qu'il va y avoir des forces à l'intérieur de la classe politique israélienne qui vont tout faire pour essayer de faire échouer, y compris cette maigritude, ce pacte qui n'en est pas un, quoi. Et donc, mais je ne vais pas m'avancer plus que ça, je ne sais pas. Lorsque j'évoquais les dynamiques internes, je parlais justement de ça. L'armée israélienne est épuisée. L'armée est épuisée et l'état-major est divisé. Et on a eu, par exemple, on a vu lors de la préparation des préparatifs pour l'invasion de Gaza City, Israël a eu énormément de mal à reconstituer ses troupes. Il y a eu, selon les chiffres officiels d'Israël, un peu moins de 1000 morts depuis le 7 octobre, depuis l'invasion de Gaza. Il y a eu donc 1200 morts le 7 octobre, environ, voilà, pour 1000 soldats morts à peu près depuis l'invasion de Gaza. Depuis l'invasion. Le 8 ou 9 octobre. C'est ça. J'ai pas vu 1000, vous avez vu 1000 950. Ah oui. 950, selon les chiffres de l'armée. Moi, j'étais resté à 650. Non, donc 950, okay. Ce qui est quand même, c'est énorme. C'est énorme. Ça dépend à quelle échelle. Voilà. Mais en vérité, pour Israël, pour Israël, c'est énorme. Pour Israël, c'est énorme. Lorsqu'on prend l'ensemble des conflits, que ce soit la guerre des 6 jours, il n'y a pas eu autant de morts côté israélien. Il n'y a que la guerre d'indépendance, ce qu'ils appellent la guerre d'indépendance, qui fait beaucoup plus de morts. Mais... Donc sur le terrain également, ce sont des soldats qui sont épuisés. Et c'est pour ça que je parlais des dynamiques internes qui ont favorisé donc le cessez-le-feu. J'évoquais aussi celle-ci, avec le problème des orthodoxes qui refusent également de s'engager, et les suicides aussi des soldats israéliens. Oui, qui reviennent traumatisés de ce qu'ils ont fait à Gaza. Traumatisés. Et donc en vérité, ça choque encore plus la société israélienne qui a poussé pour préserver, et vous le disiez justement, pour préserver les siens, pas pour préserver les Palestiniens. Donc c'est pour préserver et pour mettre un terme à ce qui se passait à Gaza, mais d'un point de vue israélien. C'est pas tant les suicides. Il y a eu des suicides, hein. Il y a eu des suicides, ils sont... je ne sais pas si c'est plus de 10, mais ce qui choque beaucoup, c'est la quantité de soldats qui vont dans les hôpitaux parce qu'ils sont atteints d'un syndrome post-traumatique. Donc ça, c'est massif. Ça, c'est vraiment massif. On a tous en tête les images lorsque les soldats sont entrés à la Knesset devant le gouvernement israélien et ont renversé les médicaments, etc., pour montrer que c'était traumatisant et qu'il y avait des syndromes post-traumatiques très importants au sein de l'armée israélienne. Alors, on l'a dit, le Hamas, aujourd'hui, politiquement, veut abandonner le pouvoir à Gaza. Et alors, en Israël, c'est quoi l'avenir pour Netanyahou ? J'écoutais hier à la télévision, je crois que c'est Ofer Bernstein qui disait que Netanyahou, politiquement, était fini. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que c'est le cas ? Il est pas en très bonne position, mais en même temps, il y a pas vraiment de candidat de remplacement. Yair Lapid. Oui, mais c'est pas son camp. Or, son camp est majoritaire aujourd'hui. Le camp est majoritaire. Tous les sondages disent que s'il y avait des élections, normalement, le Likoud resterait au pouvoir. Et si cette coalition n'éclate pas, la question des religieux et de l'envoi des jeunes religieux à l'armée pose un gros problème, et ça peut effectivement péter là-dessus. Ça, c'est possible. Mais si cette coalition, telle qu'elle existe, avec 64 députés, qui est une petite majorité, mais c'est 120 députés, la Knesset, donc 64, c'est un peu plus de la moitié, mais pour le moment, ça tient. C'est une coalition qui comprend le Likoud et les partis minoritaires d'extrême droite. Les partis religieux, mais qui sont tous devenus plus ou moins messianistes, vraiment. Et puis, la fraction, que je dirais, je ne sais pas comment l'appeler, fascisto-messianique, qui, elle, est une fraction importante. Ils ont 14 députés, ça fait à peu près 12% et dans l'armée, parmi les jeunes, ils atteignent 25%. Donc c'est quand même une force c'est très difficile de voir comment ça va évoluer. Et c'est une force
lorsqu'on parlait de l'importance de Gaza, de la Cisjordanie, on a tous en tête également l'entretien que Netanyahou avait eu avec un journaliste, je ne sais plus, peut-être américain, lorsqu'il lui présente la carte de ce qui représenterait le Grand Israël. Netanyahou dit que c'est un rêve. Ce sont des, Ben Gvir, Smotrich, parce qu'il y a d'autres ministres d'extrême droite à l'intérieur du... Non, mais c'est quelque chose qui est reconnu. C'est quelque chose qui est reconnu avant. Dessus, bien sûr. Voilà, c'est ça. Avant, lorsqu'on parlait du Grand Israël, on était accusé de complotistes, de conspirationnistes, mais c'est une réalité sur le terrain. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est aussi que l'avenir d'Israël, je pense, comment, je ne sais pas, mais je pense que l'avenir d'Israël va commencer à être un peu plus dépendant de la communauté internationale que ça n'a été jusqu'à maintenant. Il y a un discours de Netanyahou qui m'a beaucoup surpris quand même. Vous savez, dans le discours où il a dit « nous sommes une super Sparte », il a comparé Israël à Sparte et il a dit « nous sommes une super Sparte ». Il a peut-être oublié comment Sparte a fini, hein, mais c'est autre chose. Mais nous sommes une super Sparte, il a dit. Mais il n'a pas dit que ça, quand il a parlé. Il a dit, nous allons vers une période d'isolement. Il a évoqué le fait qu'il va falloir trouver des fonds pour fabriquer soi-même plus d'armes. Et il a dit qu'il va falloir faire des coupes claires dans les budgets du pays. On sait bien quand les gouvernements annoncent des coupes claires, c'est d'abord dans la fonction publique, hein, c'est là où on prend. Donc on coupe dans l'éducation, on coupe, etc. Bon. Mais ça, c'est intéressant parce qu'il avait l'air de préparer la population israélienne à une forme, à des difficultés socio-économiques. Je pense que si on regarde les chiffres, ça n'apparaît pas. Parce que la bourse marche toujours très très fort, très bien. Mais si on regarde en profondeur dans la société et l'économie de la société israélienne, c'est beaucoup moins reluisant. C'est beaucoup moins reluisant. Je ne sais pas quelles peuvent être les conséquences de ce phénomène et comment il sera résolu, mais ça peut être une menace réelle pour Netanyahou et voilà. C'est ça, c'est l'isolement. Lorsqu'on parlait des dynamiques externes, l'isolement. Absolument. On a vu par exemple l'Espagne, vous parliez très justement du point de vue économique. On a vu l'Espagne par exemple annuler des contrats avec Israël de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc à partir de ce moment-là, cet isolement, il ne devrait pas cesser avec le cessez-le-feu ou même s'il y a une fin de la guerre réelle sur le terrain. Je ne pense pas que l'isolement va cesser. Et ce qui est important de mettre en évidence, parce que voilà, j'ai étudié les discours et justement des acteurs, donc les sources primaires, et ce que Yahya Sinwar disait il y a quelques années, c'était on propose deux choix à Israël et au monde. Le premier choix vers lequel on tend, c'est de forcer le monde à respecter les accords internationaux. Donc, un État palestinien sur les frontières de 67 avec Jérusalem pour capitale, Jérusalem-Est pour capitale, le retour des réfugiés, la libération des prisonniers politiques. Donc, il tendait vers ce schéma-là. Dans le cas contraire, si le monde ne suit pas, et il le dit clairement, c'était je pense lors de sa réélection en 2021, il le dit clairement, il dit on va isoler Israël. Et force est de constater que sur le terrain, lorsqu'on élargit l'échelle, c'est ce qui s'est passé. Israël est devenu un État presque paria, même d'un point de vue sportif maintenant. On voit que même récemment, l'Indonésie pour les championnats du monde, je sais plus, de gymnastique. Honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train... regardez, il va y avoir les élections aux États-Unis pour le maire de New York. Mamdani a des grandes chances d'être élu. Hein, c'est un bouleversement, si vous voulez. Les sondages qui sont aux États-Unis sur le basculement de la société américaine, qui vraiment tourne le dos à Israël. Et j'ajoute juste que New York, c'est la ville où il y a la plus grande communauté juive. Oui, bien entendu. Et par ailleurs, il commence à y avoir un petit impact. C'est-à-dire, dans le domaine universitaire, moi j'ai lu 2-3 papiers sur ce thème-là. Franchement, il commence à y avoir une petite panique. Parce que il y a des dotations qui sont allouées et qui sont désormais
des universités internationales en Australie, en Belgique, etc., en Amérique latine, qui participent à des projets internationaux communs, annoncent qu'ils ne le feront. Ils ne mettront plus d'argent si on n'enlève pas les Israéliens. Et ça a un impact pour l'université israélienne. C'est à la fois un impact dramatique sur le plan factuel, mais c'est surtout financièrement. Ce sont des finances de projets universitaires qui disparaissent. Donc, voilà, on va voir qu'est-ce que ça peut susciter. Je ne suis pas d'un optimisme béat, hein, mais je pense je ne sais pas comment va évoluer la situation de cette société qui, derrière le sentiment de toute puissance, parce que c'est ça, le sentiment qui l'anime, on a l'impression qu'Israël a montré qu'il peut faire ce qu'il veut, rien ne lui arrive. Rien ne lui arrive. Il faut également parler maintenant de la société palestinienne, et a fortiori à Gaza. Donc voilà, une société qui a subi 2 ans de génocide, 2 ans de crimes de guerre, donc 2 ans de crimes contre l'humanité, officiellement 70 000 morts, 10 000 disparus, 170 000 blessés. C'est devenu des chiffres. On se rend pas compte maintenant, on parle de 110 000 morts comme si c'était 5 ou 6 morts. Donc on a tellement déshumanisé les Palestiniens qu'on a l'impression que c'est pas grand-chose. 83% des infrastructures totalement ou partiellement détruites. On estime estime à 70 milliards de dollars le coût de la reconstruction à Gaza. Un fait intéressant, c'est que certains pays du Golfe ont conditionné leur aide au désarmement du Hamas, notamment les Émirats et l'Arabie Saoudite. Justement, je veux rebondir là-dessus il y a la question du désarmement du Hamas, du pouvoir politique du Hamas. Le Hamas dit qu'il se désarmera seulement pour donner les armes qu'il possède à une autorité palestinienne reconnue par les Palestiniens et à une armée palestinienne reconnue aussi par les Palestiniens. Ils disent donc qu'ils veulent quitter le pouvoir, mais est-ce que là, on se dirige pas du tout vers une figure politique qui va émerger du côté des Palestiniens, qui va être reconnue à la fois par les Palestiniens et en plus adoubée par la communauté internationale? En fait, le Hamas va pas quitter le pouvoir de sitôt, quand même, j'ai l'impression. Donc, on a dit que c'était quitter donc la scène politique, mais c'est demeurer présent sur la scène publique, notamment la dimension sociale, la dimension caritative, la dimension éducative. Pour en revenir au désarmement, donc le Hamas a affirmé clairement qu'il se désarmerait uniquement en état d'un territoire et d'un État palestinien indépendant, et remettrait leurs armes à une armée régulière palestinienne. Donc, c'est le premier point. Le second point, les membres des Kataïb el-Qassam, donc les brigades el-Qassam, il y a 2 types de membres. Il y a des membres qui ont rejoint la branche armée du Hamas. Voilà, donc le mouvement palestinien après le 7 octobre, après l'invasion israélienne. Ces membres-là donc retourneront à leurs activités courantes, et les soldats, les véritables soldats, rejoindront l'armée régulière palestinienne. Mais pour le Hamas et pour toutes les factions palestiniennes, parce qu'il ne faut pas réduire, et ça relève aussi de la propagande israélienne, il ne faut pas réduire la lutte palestinienne uniquement au Hamas. En vérité, c'est une manière de stigmatiser la lutte palestinienne en disant c'est uniquement le Hamas. Oui, certes, en fait, le Hamas c'est le plus gros, mais il y a plein de Voilà, il y a le djihad islamique palestinien, donc il y a le FPLP, et un fait important, c'est lors des négociations, le Hamas a demandé la libération, donc parler de Marwan el-Barouthi, parce que c'est de la figure la plus importante, on parle figure du Fatah, on parlait également d'Ahmed Saad, qui est lui, une grande figure du FPLP. Donc, plus qu'un cessez-le-feu, c'était une véritable feuille de route que le Hamas souhaitait, une feuille de route vers l'établissement d'un État palestinien. Et aucune faction ne souhaite remettre ses armes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont en tête Oslo. Lorsque l'OLP a renoncé à la lutte armée et a reconnu Israël, sur le terrain, comment ça s'est matérialisé ? Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. La colonisation a continué, les frontières n'ont pas été respectées. Les frontières n'ont pas été respectées, les Palestiniens ont continué à être spoliés, il y a des assassinats très, très régulièrement de la part des colons et de l'armée israélienne en Cisjordanie. Donc, à partir de ce moment-là, les Palestiniens sont convaincus, et c'est quelque chose qui est répandu au sein de la population palestinienne. Et on retrouve ça, c'est vraiment le paradigme, vous savez, de ces factions-là. Il y a un dicton arabe qui dit que ce qui a été pris par la force
malheureusement, ce qui était pris par la force ne sera restitué que par la force. Donc, cette dimension-là de lutte, qui est reconnue d'un point de vue du droit international, après, voilà, on peut s'interroger sur quelques points, mais qui est reconnue, la résolution de 70 est très connue, les factions palestiniennes sont convaincues, et toutes tendances confondues, que si elles déposent les armes, c'est la fin de la cause palestinienne. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve au sein de toutes les factions. Alors, dernière question, je me tourne vers vous, Sylvain. J'ai lu que Netanyahou, dans un de ses récents discours, contestait le terme de génocide. Pourtant, on a la commission de l'ONU qui a bien dit que ce qu'avait fait Israël à Gaza, c'était un génocide. Ça, c'est quelque chose qui, pour la société israélienne, n'est pas entendable. C'est un paradoxe. Vous savez, pendant très longtemps, les Israéliens ont dit « les Palestiniens, ça n'existe pas ». Aujourd'hui, le mot palestinien est utilisé. Par exemple, Ben Gvir va dire « les Palestiniens vont commettre des crimes ». Mais le mot est rentré dans le discours commun. Il se passe quelque chose d'un peu similaire avec le mot génocide en Israël. C'est-à-dire c'est un mot impensable. Parce que dire génocide, c'est, pour les Israéliens, c'est induire que ce qui advient, c'est la Shoah. C'est l'équivalent de la Shoah. Donc, quand on lit sur le plan juridique ce qu'est un génocide, c'est la Shoah, mais il n'y a pas que la Shoah. Il y a d'autres génocides qui ont eu lieu, qu'on peut comparer à d'autres génocides, etc. Mais pour les Israéliens, le génocide est une sorte de protection, c'est-à-dire que rien de tel n'est arrivé à personne d'autre. Mais dans la réalité des choses, alors il y a d'abord des historiens israéliens, y compris des historiens extrêmement célèbres, qui ont commencé d'utiliser le terme génocide pour parler de Gaza. Omer Bartov, qui a passé sa carrière, toute sa carrière, comme historien du génocide en général et du génocide des Juifs en particulier, il a fait maintenant, il a une publication sans fin, je pense qu'il doit être sur un bouquin là maintenant, sur ce thème-là, et le terme est rentré dans ne serait-ce que pour dire c'est pas un génocide. Mais, ah bon, c'est pas un génocide? Alors c'est quoi si c'est pas un génocide? D'accord. Il y a des choses tellement paradoxales. Par exemple, la faim a été utilisée comme une arme dans ce génocide. Et l'utilisation de la faim est un des éléments, d'ailleurs, du génocide, sur le plan juridique. Sur le plan juridique. L'attitude des Israéliens, je regarde des débats à la télévision israélienne, par exemple, l'attitude des Israéliens est sidérante. Nous n'avons pas affamé. C'est faux, oui. C'est un mensonge. Et la même personne va dire, 2 minutes plus tard, il faut interdire l'accès total des Palestiniens à toute nourriture. La même personne. Donc, ça s'appelle une schizophrénie ou je sais pas quoi. Mais je pense que, pour moi, la question, c'est pas la question du génocide. C'est après, quel que soit le terme qu'on veut utiliser pour ce crime, c'est un crime d'une dimension gigantesque. Donc, peu importe comment on l'appelle, quelles vont être les conséquences pour cette société? Quelles vont être les conséquences pour les victimes? Et quelles vont être les conséquences pour ceux qui l'ont perpétré, qui ont perpétré ce crime? On s'en fiche du terme. Mais est-ce qu'on reconnaît qu'il s'agit là d'un crime d'une dimension gigantesque? C'est tout. Et je pense, je sais pas, mais hier ou avant-hier, il y a une journaliste israélienne très connue, très à gauche, très anticoloniale, qui s'appelle Amira Haas, qui a écrit un papier et qui a dit, dans lequel elle écrit, c'est quelque chose d'assez commun, une phrase assez commune, mais dans 10 ans, dans 15 ans, les enfants israéliens qui ont 10 ans aujourd'hui et qui auront 20 ans, ils vont dire, mais papa ou papy, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu faisais, toi, à Gaza, dans cette guerre? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Et ça va poursuivre cette société pendant très, très longtemps. On finira donc sur ce mot. Merci beaucoup, Sylvain Sipel. Merci beaucoup, Yacine Slama. C'est donc la fin de cette émission.